Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans la 7e saison du podcast. J'ai souhaité, pour cette 7e saison, avoir un regard prospectif sur l'entreprise de demain. Intelligence artificielle, soft skills, parcours collaborateur, mode de travail, management, leadership forcément. Nous allons balayer différents sujets avec des professionnels DRH, des dirigeants et des auteurs. Et j'ai la chance d'avoir, pour cette saison, un partenaire de choix qui est 365 Talents. C'est un partenaire visionnaire dont la spécialité est le monde des compétences. Alors plus qu'un outil, ils offrent un mix unique de technologies de pointe, de conseils stratégiques et de gestion de projets RH pour redéfinir la façon dont vous identifiez, entretenez, exploitez les talents au sein de votre entreprise. En partenariat avec leurs clients, ils construisent des organisations basées sur les compétences et créent un monde du travail plus transparent, plus inclusif, tourné vers l'avenir, où chaque individu a le pouvoir de façonner son parcours professionnel. Dans ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Gaëlle Venua-Tanguy. Anne-Gaëlle nous ouvre les portes d'un monde émergent. Anne-Gaëlle est Associate Partner chez EY Consulting. Elle est en charge du Learning and Development. La mission d'Anne-Gaëlle et de ses équipes, c'est de permettre aux consultants d'EY d'être plus et mieux éclairés sur leurs capacités. Et nous ne parlons pas seulement de compétences techniques et comportementales, mais de mission de vie et de la construction d'un monde meilleur. Oui, chez EY. La question est donc, pourquoi Anne-Gaëlle et son équipe s'intéressent-elles à la mission de vie des consultants et comment cela peut-il influencer leur performance et leur impact dans l'entreprise, aussi à l'extérieur de l'entreprise? Vous partez à la découverte avec nous ? Bonne écoute! Bonjour Anne-Gaëlle. Bonjour Delphine. Merci d'être avec moi pour inaugurer cette nouvelle saison. Une saison un peu plus prospective que ce que j'ai pu faire ces dernières semaines et mois. Première question, Anne-Gaëlle, ça va être de vous présenter pour savoir à qui mes auditeurs et mes auditrices on va faire, qui est-ce qu'ils vont écouter. Très bien. Eh bien écoutez, je pense que je suis une femme engagée, une femme de conviction, résiliente, et qui accorde vraiment beaucoup d'importance au travail en équipe, à la cohésion et à toutes les valeurs d'une manière générale véhiculées par le sport, telles que la loyauté, le dépassement de soi, le respect, la tolérance, et qui sont, le sport ayant toujours fait énormément partie de ma vie. Et sur le côté un peu plus ce que je fais, on va dire que toutes ces valeurs, finalement, elles m'ont porté tout au long de mon parcours, tout au long de mon voyage, puisqu'on peut dire que depuis maintenant l'âge de 22 ans, même si j'ai évolué à peu près dans la même structure, Arthur Andersen puis EY en 2002, finalement j'ai vécu plein de vies, tout en étant dans la même structure. J'ai eu une dizaine de vies, je dirais, en termes de rôle, de responsabilité, de fonction. Donc j'ai évolué pendant plus de 20 ans sur des missions de conseil, grands projets de transformation, autour de la fonction finance et RH. Et depuis 5 ans, j'ai une de mes casquettes principales est d'être le Learning and Development Leader pour EY Consulting France, qui représente à peu près 1500 consultants. Extra. Donc intéressant à la fois en termes de parcours et de ce que vous êtes de votre regard aujourd'hui. Donc le premier sujet qu'on va traiter, qui est quand même central, qui est le rapport au travail. Donc l'évolution du rapport au travail et la complexité qu'a apporté le télétravail. Alors j'ai envie de dire, les deux sont un peu liés et pas que.
On voit une forte évolution ces derniers temps du rapport au travail, lié aussi au télétravail, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus ? Effectivement, comme vous le soulignez, je pense que le rapport au travail, il a déjà évolué avec l'arrivée des jeunes générations, et on le voit nous qui avons en face de nous des consultants très jeunes. Mais quelle moyenne d'âge La moyenne d'âge est à peu près à 28 ans, alors Ouais. ça peut être très variable entre les compétences et le Bien consulting et l'audit, mais grosso modo, on a quand même affaire à des jeunes générations, donc on voit ce rapport au travail de toute façon qui a très clairement évolué avec ce fameux, et on pourra y revenir, équilibre vie pro, vie perso. Et je dirais qu'il y a eu un coup d'accélérateur, un booster avec cette pandémie qui a vraiment rebattu complètement les cartes. Et effectivement, déjà que le rapport au travail s'était modifié, mais là, les modes, je dirais, le mode de travail, l'organisation du travail, c'est clairement modifié avec l'arrivée en puissance et l'arrivée en force du télétravail. Alors là, on va faire l'exercice de partir dans 5, 6 ans, 10 ans. Comment vous voyez continuer à évoluer ce rapport au travail ? Et ensuite, on va revenir à aujourd'hui. Alors, effectivement, puisque je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'imaginer, c'est de prévoir, mais surtout d'imaginer. Moi, j'imagine qu'il va y avoir une espèce de stabilisation, mais à la fois je ne sais pas si le terme se dit, mais d'hybridation, en tout cas de combinaison des différents modes d'organisation au travail. Donc je vois quelque chose d'assez hybride, en tout cas pour les populations de consultants, puisque en majeure partie du temps, logiquement, ils sont chez nos clients, sur la grande partie de leur semaine, mais d'imaginer aussi du travail à distance qui leur permet justement de mélanger un peu leur vie, leurs différents moments de vie, et donc leur apporter un confort qu'ils réclament, et on voit que les jeunes générations le réclament, d'où ce nouveau rapport au travail depuis maintenant bon nombre d'années. Et ce qui va leur permettre en fait d'avoir un mode également présentiel cette fois-ci, mais qui va peut-être être, je ne sais pas, d'une journée ou 2 par semaine, mais qui va s'organiser sur le lieu de travail, mais plus en mode coworking, co-construction, réunion d'équipe, échange avec les managers et les autres personnes de l'équipe. Comment ça se passe aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on observe quand même quelque part alors, encore une fois, nous on a des populations qui sont très souvent chez clients, mais on va dire qu'ils viennent 2-3 jours par semaine lorsqu'ils ont du distanciel, puisque pour les clients aussi, maintenant, on est de plus en plus en distanciel, forcément. Mais on va dire qu'il y a ce rapport-là, un espèce d'équilibre un peu part-time qui s'opère. Et vous avez, les cabinets d'audit, de conseil ont quand même la réputation d'avoir une grosse charge de travail, d'être exigeants. On a entendu parler de collaborateurs qui voulaient plus travailler jusqu'à minuit. Je parle vraiment d'une manière générale du secteur. Comment est-ce que vous voyez évoluer ça ? Qu'est-ce que ça a changé ? Mais justement, je pense que être à l'écoute des consultants sur cette recherche de travail, de télétravail, leur permet de mieux s'organiser dans leur journée. Et je pense définitivement, même si effectivement les images, on l'a vu dire, et on ne peut pas dire que quand on est consultant, on ne travaille pas beaucoup, voire énormément, je pense qu'on n'est plus il y a 15, 20, 30 ans, avec la course à l'heure supplémentaire, les horaires qui déraillent. Je pense que franchement, on y accorde une importance beaucoup plus importante maintenant. Moins importante au fait que de faire les heures sup. Quoi. Exactement, voilà. Exactement. Beaucoup plus important dans le respect, je dirais, des vies. De l'équilibre. Et de l'équilibre. Est-ce que quand on parle de cet équilibre vie pro, vie perso, est-ce que l'idée, c'est pas aussi de mieux équilibrer les temps de travail, les temps de concentration ? C'est vrai que, en dehors même de l'audit, moi j'ai connu cet environnement où si vous partiez à 6h, on vous demandait si vous aviez pris votre après-midi. Et j'ai en connu fait, pareil. Voilà, en voyant que de 6h à 8h, tout le monde tape la conversation. Donc en fait, on n'est pas en train de faire des réunions stratégiques. Je dis pas que c'est pas important, mais finalement, ça peut se faire dans un bar à côté, de temps en temps, de manière beaucoup plus sympathique. Et est-ce que vous avez constaté aussi, parce que j'imagine qu'ils ne sont pas moins performants, vos consultants, est-ce que vous avez constaté une évolution de la façon de travailler peut-être ? Oui, je pense qu'il y a définitivement une façon plus productive de travailler parce qu'il y a la confiance aussi. Et ça, je pense que c'est ce qu'on a réussi à établir
chez EY Consulting, c'est vraiment de se dire, nous, le télétravail, c'est pas un problème en soi. Manager à distance, c'est pas un problème en soi. Alors, ça peut être plus compliqué pour certains, mais en tout cas, on travaille beaucoup là-dessus. On a quand même des consultants qui sont très autonomes. Donc, la confiance que l'on a aujourd'hui, c'est plus du présentiel. C'est plus de faire un nombre d'heures ou d'être présent du matin au soir. Ça l'a jamais trop été parce qu'on a des populations nomades. Donc, pour nous, c'est pas véritablement un enjeu. Et je trouve qu'on a plutôt réussi ce contrat de confiance auprès de nos consultants en disant vous êtes chez vous, c'est pas un souci. À partir du moment où le travail est fait, la confiance est là. Et donc ça, je pense que c'est très important. Donc, si on se projette dans 5-10 ans, vous voyez comment le milieu du conseiller de l'audit par rapport à ça, en tout cas chez vous, vous le voyez exactement, voilà, on va travailler la confiance. Comment est-ce qu'on va maintenir cette confiance? Comment est-ce qu'on va la renforcer pour peut-être aller encore plus vers des formes d'hybrides plus agiles ou je ne sais quoi? Oui, je pense qu'effectivement, le cran plus loin, c'est de permettre cette flexibilité dans l'organisation du travail de nos consultants, d'être vraiment, je dirais, de faire de la dentelle, c'est de vraiment être à l'individu. Et ça, c'est très important. Donc, d'être à leur écoute et de privilégier, en revanche, de l'organiser quand même, parce qu'on ne peut pas non plus laisser Bien sûr. Libre cours. Donc, d'organiser quand même des temps. Justement, on parlait de temps, mais des temps de travail, d'échange, mais plus sur un mode collaboratif, réunion d'équipe, teaming, que d'aller s'enfermer d'ailleurs dans un bureau. Et à mon sens, les nouveaux espaces, puisqu'on va avoir de nouveaux locaux, et je pense que ça va beaucoup nous y aider, d'avoir vraiment des espaces de travail, encore une fois, d'échange, et pas aller sur son lieu de travail pour s'enfermer dans un bureau ou dans un espace clos pour travailler sur une proposition de service ou répondre à un appel d'offres, ça n'a pas de sens. Donc c'est aussi réserver ces temps-là sur le lieu de travail pour échanger, travailler et créer de la confiance, parce que on la crée en présentiel, la confiance quand même, on la crée pas sur le distanciel. Exactement. C'est vraiment ces temps où on peut échanger, où on peut être soi, où on peut du coup faire le lien avec le leadership, parce que justement... comment on a parlé ensemble de leadership, voilà, par rapport aux enjeux managériaux, et c'est vrai que la posture de leader, elle est fondamentale pour créer cette confiance. Donc, est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez les choses évoluer là-dessus? Alors, pour effectivement faire évoluer les choses, et effectivement, je sais que la question du leadership vous est chère, mais elle m'est chère aussi, et je pense qu'il faut effectivement faire vraiment la différence entre le management et le leadership, et je pense que proposer, et c'est l'action que j'essaye de mener modestement depuis maintenant 3-4 ans, entourée évidemment d'une équipe vraiment super de consultants qui m'aident beaucoup à justement imaginer et à créer ce learning de demain, ce learning et développement de demain. Et bien justement, je pense que le développement personnel et d'aller vers des formats et des formations au-delà des compétences techniques, parce qu'on est très fort pour ça. Et ça va être fait, et ça sera fait, et c'est pas un souci. Mais en revanche, je pense que justement, pour faire émerger du leadership chez quelqu'un, eh ben, ça va passer, entre autres, par ce développement personnel, par des formations qui vont aller chercher, au-delà des soft skills un peu classiques que l'on connaît, d'aller chercher des formats et aller chercher chez des personnes qui ne le soupçonnent même pas encore, des qualités de leader. Donc ça, je pense que c'est fondamental, parce que plus on va être en distance, plus on va être sur ce mode un peu hybride, plus il va falloir créer du lien, créer cette confiance et faire émerger des leaders. Là, vous parlez à mon cœur, parce que je pense que beaucoup de gens ont des qualités de leader qu'ils ne perçoivent pas, et c'est important de les faire émerger. Et puis je pense que la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est pas d'être le meilleur de la pièce, mais de faire en sorte de faire que ce soit une pièce dans laquelle les gens soient meilleurs. Exactement. Donc voilà, mais c'est vrai que quand on entend quelqu'un de l'audit parler de développement personnel, c'est déjà un grand pas par rapport à il y a 10 ans. Mais donc c'est très intéressant. Et vous, qu'est-ce que vous mettez derrière? Qu'est-ce que vous mettez derrière cette notion-là? Et de quoi doit être équipé un consultant dans 5-10 ans chez vous? De quoi il doit être équipé pour être un bon consultant? C'est vrai que on voit les enseignements d'ailleurs dans les écoles dont ils sont issus évoluer. Mais comment est-ce que ça va continuer à évoluer? Et vous vous imaginez en train de les recruter, de les former dans 5-10 ans? Ça serait quoi les majeurs?
Alors, les majeurs, encore une fois, on parle toujours d'équilibre, mais je pense que c'est quand même le maître mot. Alors, équilibre ne veut pas dire du 50-50. L'équilibre, c'est le bon dosage, c'est encore une fois le bon contenu en fonction des profils que l'on a, en fonction des appétences, en fonction des envies aussi, parce qu'on force personne à se former. Ouais. Il faut que ça soit aussi une envie Bien sûr. personnelle. Mais je pense qu'effectivement, alors, c'est à la fois du contenu, évidemment, on l'a dit, des compétences techniques très solides qui permettent d'être pertinents et performants. Mais dans le développement, je voudrais aller un cran plus loin que, encore une fois, des soft skills qui sont très utiles, encore une fois, mais qu'on connaît bien, comment mieux vendre, comment s'exprimer en public, prendre la parole, mener un pitch avec impact. C'est aller plus loin, c'est clairement des formations, alors ça peut peut-être paraître un peu idéaliste, et d'ailleurs ça ne devrait pas se faire qu'à l'entreprise, à mon avis, ça devrait se faire bien plus en amont que ça, mais c'est aussi... quelle est votre raison d'être, quoi, finalement ? Oui. C'est quoi votre mission de vie ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? Qu'est-ce qui fait que demain, vous allez aussi, en vous connaissant vous-même, mieux interagir avec les autres ? Parce que quand on se connaît mieux soi-même, forcément, on connaît mieux les autres. Donc, pour être un bon consultant, je pense qu'il est... indiscutable, indispensable de disposer de cet élément-là. Oui, complètement. C'est complètement... pour être un bon consultant, il faut être à l'écoute des autres, mais du coup, il faut se connaître soi-même, connaître ses limites, mais aussi connaître ses capacités. Et pour moi, c'est indissociable l'un de l'autre. Donc, j'irais vraiment vers cette accentuation sur les éléments de développement personnel. C'est quelque chose que vous faites déjà un peu aujourd'hui ? Oui, alors pas assez. Je dirais pas qu'on est aux prémices parce qu'on a commencé et dans nos programmes, et là, par exemple, on vient de former nos jeunes seniors, on avait 200 seniors en formation en présentiel, qui est un séminaire qui est basé pour l'essentiel sur justement la connaissance de soi, de sa communication versus comment on est perçu et mieux appréhender la communication avec les autres. Et on a quand même eu 1 journée et demie dédiée à cela. Donc ça, c'est quand même une vraie avancée, une vraie victoire. Et au-delà de ça, on développe des programmes que l'on teste, où on va vraiment plus loin. Ça va vraiment, par exemple, on a un programme, ou un module plus exactement, qui parle de ces ressources psychologiques. Quelles sont les ressources dont je dispose, comment je les repère, comment je les préserve, comment je les utilise. Ça, c'est quand même assez nouveau. Assez nouveau, ouais. Et comment c'est reçu ? Alors là, j'ai envie de vous dire que ceux qui ont déjà amorcé du développement personnel pour eux-mêmes, ou qui ont... Alors forcément, c'est l'explosion de bonheur parce que c'est le cran plus loin. Pour les autres, ils peuvent être un peu plus sceptiques, mais c'est un peu la règle du 90-10. On ne convaincra pas tout le monde. Bien sûr que non. On ne convaincra pas tout le monde, mais c'est plutôt bien reçu, mais c'est reçu avec étrangeté, mais à partir du moment où on le lit, je pense que c'est ça qui est important, où on montre que c'est une compétence comme une compétence technique. Je veux dire, on a face à nous des consultants qui ont certes une tête bien faite, mais qui ont aussi cette capacité de voir un peu plus loin. Ils voient tout de suite l'intérêt. L'intérêt. Mais je voulais revenir sur 2 choses. La première, vous avez parlé de mission de vie. Moi, je parle d'impact, en fait. Je dis toujours quel leader vous êtes pour quel impact. Et je pense que ça évolue. Et en fait, je fais juste attention au wording, parce que sinon, pour les personnes, j'en ai pas. C'est comme les passions. Il faut avoir une passion. Je ne sais pas si j'ai une passion, j'aime plein de choses. Et donc, en fait, c'est quel impact vous voulez avoir à ce temps de votre carrière, qui peut évoluer, parce qu'il évolue aussi avec votre maturité, votre envie, votre âge, vos rencontres. Donc, je pense que c'est important de le faire régulièrement. Et puis, autre chose que vous avez dit qui me paraît vraiment très important, c'est que je pense que ça ne fonctionne que si c'est connecté au réel et au business. En fait, ça ne fonctionne pas hors sol. On reste dans une entreprise, on a une mission, on a des clients. Et un sujet que je vois, et c'est vrai que chez vous, ça joue particulièrement, c'est que aujourd'hui, on ne fait pas seulement du business avec ses compétences techniques, on fait aussi du business avec qui on est. Et que si un client doit choisir entre 2 sociétés, entre 2 consultants, il va choisir aussi quelqu'un qui va raisonner avec lui. Donc il ne s'agit pas du tout d'être manipulateur et de faire en sorte de raisonner. Mais plus on se connaît, plus on peut être soi-même, et plus on est soi-même, plus on a des chances d'accrocher avec le client. Et c'est vrai que pour être en conseil aussi, et pour avoir été en cabinet de conseil, je pense que c'est absolument fondamental, et c'est très compliqué dans le conseil d'être soi-même. Parce qu'on est dans des modèles, on est dans des normes, on ne construit pas nos modèles. Donc il y a toujours un petit peu
je trouve qu'il y a enfin voilà, c'est mon expérience personnelle. Alors pas en tant qu'indépendante aujourd'hui, mais quand j'étais en cabinet de conseil, d'un peu de dissociation parfois. Or, en fait, on voit bien que quand est-ce que ça fonctionne et quand est-ce qu'on est excellent, c'est quand on ne dissocie plus. Alors, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on danse sur la table, qu'on fait n'importe quoi. Nous sommes professionnels, on est là dans l'altérité pour faire progresser l'autre, le client, etc. On est bien d'accord. Mais une fois qu'on a posé ce cadre qui est absolument essentiel, quand on ne dissocie pas, on a beaucoup plus d'impact, en fait. Et quand on est au clair aussi sur l'impact qu'on veut avoir. Et c'est vrai que finalement, si je tire le fil, je me dis demain, recruter des consultants en partant de l'impact qu'ils veulent avoir et en disant, vu l'impact que tu veux avoir, on va te mettre sur telle mission. Et quand je parle de l'impact, c'est pas forcément de l'impact environnemental, sociétal. C'est aussi, je suis quelqu'un qui aime permettre aux personnes d'innover, je suis quelqu'un qui aime permettre aux personnes d'apprendre plus vite, je suis quelqu'un qui aime permettre aux personnes de craquer leurs problématiques. Voilà. Et en fait, de se dire finalement, tiens, on va vous mettre sur là où... Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner ? En tout cas, c'est quelque chose qui peut se déceler. C'est-à-dire que mon rôle avec mon équipe, c'est d'aller détecter ça, c'est d'aller révéler ça. Ouais. Cette envie ou cette capacité que certains ne soupçonnent pas, ou en tout cas ne placent pas à un même niveau d'importance que le reste. Donc c'est un peu le détecteur de talent, mais détecteur de leadership, hein, quelque part, ou détecteur de mission de vie. Donc nous, on doit agiter ça. Pour faire émerger. Voilà, pour moi, c'est ma mission. C'est l'une de mes missions. C'est vraiment ça. Et je pense qu'on parlait de temps de vie, finalement, tous ces temps de vie qui fusionnent. On n'a plus ce carcan. Je suis au boulot, puis après, je rentre et j'ai ma vie perso. Tout est mélangé. Et ça, je pense que c'est aidant. Parce que je trouve que ça limite les postures. Ça limite les jeux de rôle. Je suis au travail, je suis comme ci, je suis comme ça. Moi, je trouve que c'est facilitant parce qu'effectivement, dans une même journée, vous allez avoir eu à naviguer avec plein de vos vies, on va dire. Et finalement, l'authenticité, je pense qu'elle est elle peut plus facilement être atteinte qu'auparavant. Oui, alors à condition qu'on soit un peu équipé, parce que je pense que vous avez raison à 500%, mais je pense que pour certaines personnes, c'est encore très compliqué. Et qu'en fait, ce côté... C'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes parlent d'équilibre vie pro, vie perso, parce qu'ils se sentent toujours dans la vie pro quelqu'un de différent. Et du coup, il y a ce... Voilà. Et ça oblige aussi une grande discipline. Tout à l'heure, je parlais des qualités, des temps de travail, mais des temps de relation aussi. Et je pense que ça demande aussi une grande discipline, un grand travail sur quels sont mes temps mais c'est vrai dans la vie perso, hein, mes temps pour moi, mes temps pour ma famille, mes temps pour mes amis, mes temps pour mon mari ou ma femme, ou peu importe, voilà. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord, et je pense que ça demande une sacrée maturité, mais c'est une très belle mission. Et du coup, ça nous fait reboucler sur le point de départ, sur le rapport au travail. Ça fait complètement évoluer le rapport au travail. Si c'est un lieu qui me permet de révéler mes talents, mais c'est un peu ce que nous demandent les générations Z depuis un petit moment. Oui, et c'est ce qui fait la fameuse expérience, la fameuse superbe expérience, l'exceptionnelle expérience au sein d'une entreprise. Enfin, on doit faire ça, parce que moi, quand je vois des consultants, je vois surtout des personnes avant tout. Donc finalement, c'est les aider à devenir meilleurs, hein. Évidemment dans leur vie professionnelle et en tant que consultant, mais aussi dans leur vie. Enfin, et aussi, ça va de pair. Enfin, je veux dire, c'est être une meilleure personne tout court. En tout cas, une personne éclairée, plus éclairée sur ses capacités. Et ça, je pense que c'est super important. Et du coup, ce qu'il va pouvoir apporter dans tous ces domaines de vie. Exactement. Parce que pour moi, la mission derrière, hein, finalement, d'une talent company comme la nôtre, c'est d'être une entreprise un peu apprenante. Et puis alors ça paraît encore une fois peut-être un petit peu idéaliste, mais bon, moi j'y crois. C'est un monde meilleur en fait. Hein. C'est pas que un monde du travail meilleur. C'est un monde meilleur. Alors, il y a une chose qui est sûre. On peut dire, peut-être que certains vont juger ça utopiste, mais ce qui est certain, c'est que si on n'agit pas chacun à notre niveau, on peut toujours attendre un monde meilleur. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est de dire comment est-ce que j'équipe mes collaborateurs pour qu'ils vivent mieux leur relation au travail, pour qu'ils vivent mieux leur vie en général, et pour qu'ils aient une contribution plus positive au monde, qu'on leur donne les moyens d'avoir une contribution positive au monde d'une manière générale. Encore une fois, tout le monde ne devant pas agir sur tout, et chacun sur les sujets sur lesquels il est le plus à l'aise. Absolument. Bon, c'est plutôt un chouette programme, alors. Ah bah, je l'espère. En tout cas, moi, ça me challenge et ça m'enthousiasme beaucoup. Alors, on se reparle dans 4-5 ans ? Ah bah, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. C'était passionnant. Merci à vous.
Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.